Shalom à tous. Dans la vidéo précédente, on avait expliqué qu'Israël était légitime de par l'acquisition des Anglais d'une terre conquise sur laquelle elle avait déposé un mandat qu'elle donna à la Société des Nations, puis ensuite à l'ONU, qui déclara l'existence d'un État juif sur les terres achetées par les Juifs au 19e et 20e siècle, et sur la base de leur origine ancestrale. Dans cette vidéo, on va répondre au fameux argument selon lequel Israël colonise. Mais pour y répondre, il faut d'abord se demander qu'est-ce qu'elle colonise. En 1948, les pays arabes déclarent la guerre au nouvel État. Par un miracle étonnant, Israël va gagner face à la Ligue arabe, c'est-à-dire l'Égypte, la Jordanie, l'Irak, la Syrie, l'Arabie Saoudite et le Yémen. Et Israël va finalement signer un armistice face aux pays voisins qui sont l'Égypte et la Jordanie. C'est au cours de cette signature qu'aura lieu de nouvelles frontières, sous ce que l'on appelle les lignes vertes. À ce moment-là, et cela durant 20 ans, le projet d'un État palestinien est complètement abandonné du côté arabe. Les lignes arabes font apparaître au sud de la bande de Gaza et à l'est la Judée-Samarie. C'est ainsi que cette zone est nommée dans les textes internationaux. Et qui va diriger et administrer ces zones? Les Palestiniens? Absolument pas. L'Égypte va coloniser la bande de Gaza et la Judée-Samarie va être colonisée par la Jordanie. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle va être renommée ensuite Cisjordanie, pour faire pendant à la Transjordanie. C'est quand même assez fou qu'aujourd'hui encore, on appelle un territoire selon le nom de ses colonisateurs. C'est comme si on appelait aujourd'hui l'Algérie la France africaine. Le plus incroyable dans tout ça, c'est que pendant toute cette période, les Palestiniens n'ont jamais eu de volonté de créer un État à Gaza ou en Cisjordanie occupée. La Jordanie, quant à elle, n'a fait aucune démarche pour créer un État palestinien sur cette zone occupée par elle-même. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est évident que cette volonté d'un État palestinien est davantage religieuse que nationaliste. On a vu dans la vidéo précédente qu'au départ, la Palestine mandataire correspondait à tout ça. Si la Palestine incluait la Transjordanie, pourquoi n'y a-t-il jamais eu de manifestations, de révoltes ou autres quand les Hachémites ont fait de la Palestine transjordanienne un État pour eux? Pourquoi les Palestiniens ne se sont jamais révoltés quand l'Égypte a colonisé Gaza ou quand la Jordanie a colonisé ce qui leur restait de terre? Pourquoi a-t-on l'impression que si Israël n'avait jamais existé et que l'Égypte, la Syrie et la Jordanie s'étaient partagé la Palestine, ça n'aurait pas posé de problème aux nationalistes palestiniens? Pourquoi ça ne dérange que lorsqu'il y a des Juifs sur ces terres? À la suite des nouvelles frontières, une grande partie de la population arabe va finir en réfugiés. En partie parce que la guerre provoque des destructions d'habitations, mais aussi parce que les pays arabes, notamment la Jordanie, tellement certaines de gagner le conflit, avaient proposé aux populations arabes de quitter leur maison le temps de la guerre, et qu'une fois la guerre gagnée, ils pourraient y revenir. Sauf qu'ils n'ont jamais gagné aucune guerre. Nous avons des documents attestant que les Jordaniens demandaient aux populations arabes de quitter leur maison. Mais pour les autres, ceux qui ont perdu leur maison à cause de la guerre, quel aurait été le sort des Juifs s'ils avaient perdu la guerre? Les aurait-on naturalisés palestiniens? Auraient-ils gardé leur maison? Ou aurait-on fait ce que les armées arabes ont scandé, de la rivière à la mer? Au niveau du droit international, qu'en est-il de ces nouveaux territoires? Étant donné que la partie juive a accepté la résolution 181 de l'ONU, mais pas la partie arabe, cette résolution devait caduque. On devrait donc s'en tenir à la résolution précédente, celle de 1922 qu'on a vue dans la vidéo précédente, faisant du mandat palestinien, exception faite du mémorandum, un État juif. C'est-à-dire qu'au niveau du droit international, la bande de Gaza et la Cisjordanie devraient revenir à Israël. En 1967, suite à la guerre des 6 jours perdue par les Arabes, les Israéliens prennent le contrôle de ces territoires. Et c'est à ce moment-là que viennent les accusations de colonisation, d'abord par les États arabes, mais aussi par l'URSS qui veut prendre sa revanche sur l'allié américain. C'est d'ailleurs assez fou de parler de colonisation, lorsque les Judains veulent revenir en Judée. Si dans 500 ans les Amérindiens décident de revenir en Amérique, est-ce qu'on parlerait d'eux comme des colons? Cette accusation repose sur la clause numéro 6 de l'article 49 de la Convention de Genève, qui traite des civils en temps de guerre, et qui stipule qu'un État souverain ne peut pas transférer une partie de sa population vers un territoire qu'il occupe et qui appartient à un autre État souverain. Cet article de cette convention est ici hors sujet dans le cas israélien. Et cela, pour deux raisons. Premièrement, l'État israélien n'a jamais organisé un transfert de population vers la Cisjordanie. Cela a toujours été des départs individuels. Et deuxièmement, ce territoire, la Cisjordanie, n'a jamais été souveraine. Il appartenait illégalement à la Jordanie, il était occupé par la Transjordanie, et avant, il était géré par les Anglais, qui l'avaient donné aux Juifs, on vient de le dire. Et avant, par l'Empire ottoman, qui n'existe plus. Parler de colonisation, c'est donc ne pas connaître le droit international. C'est d'ailleurs intéressant de parler de cet article de la Convention de Genève. Plus tôt, on a dit que les Jordaniens, qui vont ensuite occuper la Cisjordanie, avaient demandé aux Arabes d'Israël de quitter leurs terres en temps de guerre. Que dit à ce propos l'article 49? La puissance occupante, en procédant à ces transferts ou à ces évacuations, devra faire en sorte, dans toute la mesure du possible, que les personnes protégées soient accueillies dans les installations convenables, que les déplacements soient effectués dans des conditions satisfaisantes de salubrité, d'hygiène, de sécurité et d'alimentation, et que les membres d'une même famille ne soient pas séparés les uns des autres. Actuellement, et cela depuis maintenant 80 ans, les Palestiniens perdurent dans les camps de réfugiés, qui contreviennent à la Convention de Genève, refusant de leur donner la nationalité comme l'a fait le Koweït,
Pire encore, le septembre noir de 1970 a provoqué une guerre atroce entre Palestiniens et Jordaniens, faisant des milliers de morts et expulsant les Palestiniens de Jordanie vers le Liban. Mais encore une fois, la guerre de 6 jours, qui a opposé Israël à l'Égypte, la Syrie, la Jordanie, l'Irak et le Liban. Quelle aurait été la finalité de la guerre si Israël avait perdu? Est-ce que les frontières de la ligne verte auraient été franchies? Ou même, est-ce que Israël aurait encore existé? Aurait-on colonisé Israël? C'est là l'étrange logique. Tous les pays arabes et pro-palestiniens reconnaissent que si les pays arabes avaient gagné, une partie ou la totalité d'Israël aurait été absorbée par les pays arabes, voire par un État. Mais si Israël gagne, il n'aurait pas le droit de prendre une partie ou la totalité des territoires conquis en vertu de la non-colonisation. Alors au final, que faire? Reconnaître une volonté nationaliste aux Palestiniens d'avoir leur État même si on l'a vu? Ils n'en ont qu'à faire si le colon face à eux n'est pas juif. Accepter la création d'un État palestinien en revenant aux frontières de la ligne verte même si les Palestiniens n'ont pas créé d'État pendant 20 ans quand ils le pouvaient? Céder des territoires quand bien même le droit international est en faveur d'Israël comme nous venons de le voir? Israël a fait tout ça, et plus encore. La résolution de 1948 permettant un État arabe et un État juif fut acceptée par les juifs et rejetée par les ligues arabes. L'armistice de 1949, permettant la création d'un État palestinien sur les frontières de la ligne verte, fut un échec, malgré l'accord d'Israël. Et le roi Abdallah de Jordanie, qui a été l'un des rares dirigeants à entamer un processus de paix avec Israël, fut assassiné par un Palestinien, alors qu'il priait à Jérusalem. La résolution 242 de l'ONU en 1957, après la guerre de 6 jours, permettant de mettre fin au conflit en acceptant définitivement les frontières de la ligne verte, fut rejetée par la Ligue arabe, qui avait déjà répondu d'avance de la résolution de Khartoum, à savoir pas de paix avec Israël, pas de reconnaissance avec Israël, pas de négociation avec Israël. En 1993, les accords d'Oslo qui sont signés, permettant une Palestine autonome, est rejeté le même jour par Arafat, qui déclare vouloir une liquidation d'Israël. En 2000, le sommet du camp David fut rejeté par Yasser Arafat, qui considérait que l'offre n'était pas suffisante, de même que l'offre Taba en 2001. En 2005, Israël se désengage totalement de la bande de Gaza sans contrepartie. En échange, les Gazaouis votent pour le Hamas, qui tue leurs opposants politiques et envoie régulièrement des roquettes sur Israël. En 2008, Ehud Olmert, le premier ministre israélien, fait une offre. Un retrait quasi total de la Cisjordanie, à l'exception des zones bleues, de 6,3%, qui sera compensée par des terres israéliennes, soit 5,8% de la Cisjordanie, ainsi qu'un lien avec la bande de Gaza, censé en faire partie, dont des zones seront rajoutées à la Palestine. Mahmoud Abbas n'a jamais répondu à l'offre. Toutes les propositions de paix faites par Israël ont toutes été rejetées par les dirigeants palestiniens. Israël ne peut donc pas être accusé de colonisation, et encore moins de ne pas vouloir la paix, malgré ses avantages internationaux et à l'opposé de ses voisins.